Donc je passe la parole à Gérard Pommier sur la question de, à l'arrière-fond des deuils, le deuil du père. Bon. Voilà, bon, c'est un titre qui dit pas grand-chose. Bon, je vais essayer d'introduire ça en parlant d'un essai que vous connaissez peut-être, l'essai de Theodor Reich qui s'appelle La mélodie obsédante, qui parle de l'insistance d'une réminiscence musicale qui a duré plusieurs années pour Reich. Alors, la première fois que la musique s'est fait entendre pour lui, c'est quand Reich a appris la mort de son ami Karl Abraham. Et Freud lui a demandé à Reich de rédiger son éloge funèbre. Et quand Reich a terminé de rédiger cet éloge funèbre, il est sorti le soir dans la forêt, il a pris un chemin la nuit à travers un bois de sapin, et les arbres avaient un aspect étrange, inaccoutumé, solennel, sinistre, et il avait un sentiment, a-t-il écrit, de familière étrangeté. Et c'est à ce moment-là que l'a envahi une mélodie, The Haunting Melody. C'est un air de Carl Philipp Emanuel Bach, Résurrection. Et ça dit, les paroles de cette musique, « Tout ce que tu désireras est bien, tu n'as pas vécu ni souffert en vain. » Et cette musique a accompagné Reich pendant 25 ans. Et alors la question que je pose, que je vais étudier, c'est savoir si ce nombre d'années aussi important a correspondu à ce qu'on peut appeler la durée du deuil d'Abraham. Ou bien, est-ce qu'on peut dire, c'est l'hypothèse que je vais étudier, s'il s'agissait au-delà d'une sorte de deuil toujours recommencé, jamais fini. Ça a été fait, c'est une allusion qui a été faite plusieurs fois depuis le début de cet après-midi, d'un deuil, en fin de compte, sur lequel on rebondit toujours et qui se reproduit à un moment ou un autre. Alors voilà ce que dit Reich à propos de cette musique. Je me demandais ce que le motif voulait me dire. J'entendais son message, mais je ne le comprenais pas. C'était comme s'il avait été formulé dans une langue étrangère que je ne comprenais pas. Donc voilà, la compréhension se refuse. Hypothèse, parce que justement, le deuil de l'ami en cache un autre, qui est porté par la mélodie obsédante elle-même. Première question, Abraham était-il simplement un ami ? Karl Abraham, on évalue mal l'immense portée de Karl Abraham dans la jeune communauté psychanalytique. D'ailleurs, Abraham n'était pas seulement l'ami de Reich, il avait été son analyste, parce qu'à cette époque-là, je veux dire, il n'y avait pas la même conception complètement rigide de l'analyste codifié, tête de bois qui répond pas, etc., étanchéité totale, neutralité, dite bienveillante, en réalité écrasante, etc., etc. Hein, tout ça, c'est des règles qui ont été instituées par l'IPA et qui ont tué la subjectivité de l'analyse. À l'époque, on s'analysait entre copains. Je veux dire, Reich avait été l'analysant de Abraham. Et d'ailleurs, Abraham était, je dirais, une espèce de stature très importante dans la communauté analytique. D'abord, vous le savez sans doute, mais Freud a plagié le texte de Karl Abraham sur Deuil et mélancolie. Hein ? Il y a un très beau texte de Karl Abraham sur Deuil et mélancolie, qui est d'ailleurs qui a des connotations plus originales que celles de Freud, mais qui est moins tranché au point de vue théorique. On n'y voit pas trop clair dans le texte d'Abraham. Mais c'est lui qui a trouvé le truc. Hein.
si je peux dire. Voilà. Et Freud n'a pas emprunté que ça à Karl Abraham. Il lui a emprunté aussi une idée extraordinaire sur la naissance du monothéisme, sur le pharaon Akhenaton. C'est lui, Abraham, qui a eu cette idée. Hein. Et quand Abraham a dit ça à la Société du mercredi soir, qu'est-ce qu'il a fait, Freud? Vous savez peut-être, il s'est évanoui. Je veux dire, voilà. Donc Abraham, c'est pas simplement un ami, c'est une grande figure tutélaire de la psychanalyse. Parce qu'à l'époque, je veux dire, c'était pas des élèves de Freud, c'était des gens qui marchaient avec Freud, avec sa découverte. C'est tout à fait autre chose. La notion d'élève, je ne sais pas si elle est adaptée pour définir ce qu'un psychanalyste est quand il fait de la théorie. Bon, certains sont des élèves, c'est clair, et puis d'autres, ils se cassent la tête sur des problèmes, des problèmes, quoi. Voilà. Alors, donc, vous voyez cette dimension de spéciale de Abraham, je dirais de père pour la suite de ce que je vais développer. Voilà, donc je reviens à la musique obsédante. Elle parle d'un deuil d'avant le deuil, en quelque sorte, d'un deuil premier. Elle est en quelque sorte réveillée par la musique. Elle est réveillée comme étant ce qui a été un travail de deuil, je dirais, originaire. Pourquoi est-ce que je dis ça comme ça? Quand un enfant crie, comment est-ce qu'il se débarrasse du cri? En faisant de la musique avec son cri. Vous comprenez ce que je dis? Je veux dire qu'avec la matière même de ce qu'il effraie, il oppose un ton à l'autre, une note à l'autre, il tue une note avec une autre, il fait le deuil de la première note avec la deuxième. Et donc, en chantonnant, en balbutiant, eh bien, il surmonte l'horreur du cri, la terreur du cri nocturne du nourrisson. Quand on a entendu des cris comme ça, on les a tous entendus un jour ou l'autre, on voit bien qu'il y a quelque chose de terrible qui angoisse un nourrisson dans le noir, dans la nuit, et qu'il le surmonte à un moment donné en babillant, en chantonnant, c'est-à-dire en travaillant la matière du cri elle-même, et en même temps que la matière de cri, ce qui fait crier. Qu'est-ce qui fait crier? Je le dis en un mot, comme ça, la peur du loup, de l'ogre. C'est universel. C'est universel. C'est-à-dire que c'est avec l'écart entre deux tons, c'est l'écart entre deux tons, le fait que l'enfant soit capable de manier ces tons, qui sonne l'agonie du cri premier, dont il y a à faire le deuil. Un deuil premier, originaire. Voilà, donc en chantonnant, l'enfant se soulage de sa peur, il se débarrasse de celui qui provoque cette peur, la peur du loup, de l'ogre, de Chronos, de Saturne, de Thanatos, etc., de tous les dieux primitifs en quelque sorte, qui ont incarné, je dirais, ce père de la nuit, parce que le père primitif de Freud, c'est pas la peine d'aller le chercher dans les forêts de Darwin, il est dans le cauchemar des enfants. Pas la peine d'aller si loin, c'est pas un gorille tel que Darwin l'a imaginé et tel que Freud l'a échafaudé pour construire son idée d'Urvater, de père primitif. Voilà. Donc, c'est l'écart entre deux notes du cri quand l'enfant commence à babiller, donc, qui en finit avec la terreur qui passe en quelque sorte de la terreur à la joie du chant. Voilà, donc c'est l'écart lui-même. Et Mahler, le grand compositeur Mahler que vous connaissez, a écrit que ce n'est pas dans les notes qu'est la part la plus importante de la musique, et j'ajoute, c'est l'écart entre chacune d'elles qui remémore quoi? Qui remémore le moment
où il a fallu quitter l'une pour passer à l'autre. C'est encore une fois une opposition originaire entre deux tons, une répétition qui se marque universellement pour tous les enfants du monde. Par quoi ? Par l'invention des noms propres de leurs parents, c'est-à-dire papa et maman. C'est l'opposition de deux syllabes, ton contre ton. Voilà, donc c'est l'écart lui-même, et cet écart entre deux tons qui fait qu'on quitte la terreur pour s'approprier, en quelque sorte, la chose même. Cet écart lui-même n'est pas audible. C'est un écart entre deux tons. Et cet écart, c'est cet écart lui-même qui va de la mort de la première à la résurrection grâce à la seconde, comme, je viens de le dire, dans la sorte de proto-poème. Tous les enfants commencent par être des poètes en faisant rimer deux syllabes. C'est les plus courts des haïkus, papa et maman. Voilà. Alors donc il y a cette question de l'écart. C'est un grand article de Spielrein que vous connaissez peut-être sur papa et maman. Sabina Spielrein. Formidable, formidable. C'est une grande invention, peu exploitée parce qu'il y a beaucoup de gens qui, hélas, s'imaginent que les enfants en copient la langue des parents, sont trempés dans des bains de signifiants. Pas du tout. Les enfants inventent la langue. Les enfants prennent la liberté d'inventer d'abord le nom de leurs parents. Personne ne leur souffle. Voilà. Ils fabriquent ça avec de la matière pulsionnelle, de la voyelle la plus ouverte, le A, de la plus inclusive, le M, la lèvre fermée, et de la plus expulsive, le P. Où vous voyez, bah, le destin du père tout craché, tout tracé. Voilà. Alors, vous voyez cet écart, c'est l'écart qui est important. C'est l'écart lui-même entre deux sons qui demeure incompréhensible. Quand Reich dit « je ne comprends pas ce que me dit cette musique », c'est dans l'écart lui-même. Parce que cet écart, il est ni verbal, ni préverbal, ni un vide originaire initial, ou je ne sais trop quelle autre formulation plus ou moins poétique, puisque c'est le résultat entre deux notes. Il en résulte une sorte de mort, puis de résurrection. C'est le thème lui-même de la mélodie obsédante de Reich. Voilà, donc je l'ai dit, l'enfant commence à inventer lui-même le premier poème, en quelque sorte, l'opposition des deux syllabes contre ton contre ton, et c'est une façon de fuir la terreur du cri grâce à l'écart musical lui-même. Et c'est faire le deuil, le premier deuil, le deuil du loup, de l'ogre. Et cette séparation première demeure dans l'arrière-fond de tous les deuils qui vont se produire par la suite. Derrière tous les deuils, il y a quelque chose d'un autre deuil qu'il y avait avant, celui dont je parle, qui se profile. Et, je veux dire, l'événement qui va remémorer le deuil originaire, ça arrivera toujours. Un peu plus tôt, un peu plus tard, ça va arriver. Quelque chose qui aura dans son arrière-fond que quelque chose s'est déjà produit de mort et résurrection originelle. Quelque chose s'est déjà produit à l'occasion d'un deuil, en effet, d'un nouveau deuil, d'une rupture amoureuse ou de n'importe quel événement, comme dit Freud, perte d'idéal ou perte de... voilà, c'est le moment de la perte lui-même qui remémore l'ensemble. Ce qui fait que le deuil de l'origine ressurgit et il double la réalité et il lui donne sa violence. Voilà. Je dirais qu'au moment d'un deuil ou comme ça, où il y a cette remémoration, je ne peux pas généraliser, mais peut-être que c'est un moment où on est plus sensible à la musique, dans ces moments comme ça de deuil, en effet.
y a quelque chose de musical qui vient dans la tête, hein, avec la remémoration de l'écart qui doit se faire au présent une nouvelle fois pour faire le deuil, je dirais, sur le fond de la comparaison avec la sorte d'agonie du début. Voilà, d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de circonstances particulièrement douloureuses, parce que ça arrive tout le temps dans la vie ordinaire, où il faut quitter quelque chose pour renaître à une autre situation. Je ne veux pas dire que ce soit journalier, mais enfin c'est constant qu'on est confronté à quitter pour renaître. Hein. Même dans la parole ordinaire, des fois, dans notre parole ordinaire, il y a quelque chose qui décolle, qui quitte soudain. Faire un lapsus, par exemple, on quitte. C'est de la musique. Un lapsus, c'est un poème raté, d'une certaine façon. Quelque chose qui rime pas avec le sens raisonnable d'ensemble de la phrase. Voilà, c'est de la musique emprisonnée qui se libère, parce qu'il ne faut pas oublier que les mots sont fabriqués avec de la matière musicale qui est elle-même issue de la matière du cri. Voilà. Donc vous voyez que la parole ordinaire colporte quelque chose de la mort, accomplit une sorte de deuil, s'accomplit en parlant, d'une certaine façon. Voilà. Alors, donc, ça peut se produire, je dirais, en petit ou en plus grand, selon la nature des événements, qui fait que, au moment du lâchage, eh bien, la musique emprisonnée, ou bien elle retourne en arrière jusqu'à son début, jusqu'à un grand événement comme la poésie, comme la symphonie de Mahler, ou bien elle tourne en rond, elle vient tourner en rond autour du dernier événement traumatique, un autre deuil qu'il y a eu avant, quelque chose qui se remémore en même temps, ou autour de deuils qui ne sont pas faits. Parce que, généralement, le passé n'est pas passé. C'est comme ça. Notre passé quotidien, je veux dire, une petite humiliation par-ci, un petit truc par-là, c'est des coups sur l'idéal. On avale l'affaire et le passé n'est pas passé. Ça nous reste en travers de la tête, ça revient, etc. Et pour les deuils, c'est la même chose. Même des deuils importants qui ne sont pas faits, des fois, pendant 20 ans, 30 ans. Même chez des gens qui ont fait une analyse. Une personne qui est venue me voir pour quelque chose, je ne sais pas comment ça s'appelle, supervision, ça fait bizarre. Contrôle, c'est encore plus bizarre. Qui me parle de sa pratique, pour le dire en clair, et puis qui à un moment donné parle de la mère d'une de ses patientes à elle. Ça lui fait penser à sa mère et elle se met à pleurer. Sa mère étant morte depuis 30 ans. Et elle n'avait jamais pleuré avant. Deuil non fait. Qui revient comme ça brusquement, à l'occasion de la pratique elle-même, parce qu'inutile de dire que le désir de l'analyste est une répétition. Le désir de l'analyste, ce n'est pas un grand mystère, comme si les analystes étaient des personnes vraiment au désir différent de celui des autres. Désir de manque, désir de rien, etc. Non, pas du tout. Les analystes répètent. Ils se soignent sur le dos de leurs patients quand ils... oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Remarquez-le, quand vous écoutez parler les gens, ou si vous êtes analyste, mais il n'y a pas besoin d'être analyste, quand on écoute parler les gens, on a des souvenirs d'enfance qui nous reviennent. Je veux dire, l'analyse se fait avec ce qu'on a analysé de son propre parcours. Sans ça, on n'entend rien des autres. Rien du tout. Pas un mot. On fait de la théorie. Vraiment, c'est tellement barbant que... Voilà. Donc, c'est le souvenir de ce qui n'a pas été formulable, dissible, qui est resté accroché. Alors, ça, je veux dire, c'est un écart qui est identique à l'écart, en effet, le premier écart qu'il y a eu, au moment de quoi ? Au moment de l'entrée dans la parole lui-même. Au moment d'abord, cri, musique, parole elle-même. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui s'ancre sur un passé, plus ou moins proche, d'une petite humiliation
à un grave deuil de l'enfance ou d'avant. Et la musique qui revient en mémoire, donc, pour ce qui concerne le cas de Reich, elle surgit à la faveur d'un deuil actuel. Alors, donc il peut y avoir des mélodies obsédantes comme ça, accrochées quelque part dans notre passé, qui ressurgissent d'un coup. Vous pouvez remarquer, des fois on a des chansonnettes qui reviennent dans la tête, on ne sait pas d'où ça vient. C'est accroché à des événements qui se sont produits. Pourquoi est-ce qu'on pense à telle chanson plutôt qu'à telle autre ? Bon, ça correspond à des époques sans doute. Et brusquement, ce qui était accroché se décroche, et puis on chantonne à l'occasion d'un événement tout à fait présent. Et la musique, elle ignore ce dont elle se souvient. Sinon que, bon, à un moment donné, il y a dû y avoir un heurt de la vie, quelque chose qui a fait baisser la tête, et qu'à ce moment-là, il y a eu cette inscription, cette espèce de déroulement musical qui s'est produit, c'est-à-dire à la place d'un impensable, parce que l'écart entre deux notes, deux tons, il est en effet impensable, il n'est pas pensable. Eh bien, c'est cet écart qui n'est pas pensable. Je l'ai dit, c'est pas un vide insondable, le néant, je ne sais trop quelle conception heideggerienne de l'objet, machin, tout ça. Non, c'est pas ça, c'est l'écart lui-même, c'est l'écart lui-même. C'est tout à fait cerné, centré. C'est un écart qui en lui-même n'est rien, c'est le zéro, c'est un zéro. Je dis c'est un zéro, pas pour rien, le zéro c'est le seul chiffre qui se tient tranquille entre celui d'avant et celui d'après. Hein, avec le zéro, on est tranquille. Non, mais le zéro, c'est un chiffre. Vous n'avez pas idée de l'histoire du zéro. Mais non, mais regardez ça, c'est vraiment étonnant. Ça n'a été découvert qu'à la suite d'une série de hasards historiques. Parce qu'avant, le zéro était tabou. Et le zéro a été tabou jusque vers le 9e, 10e siècle. Interdit d'écrire zéro. Et pour écrire, les latins, tout était à la suite. Le point, interdit d'écrire le point, c'est tabou. Pourquoi c'est tabou ? Pourquoi c'est tabou ? C'est je dirais, bon, je le dis en raccourci, je vais en parler après, c'est le tombeau du père, en quelque sorte. C'est le point de deuil, en quelque sorte, qui est tabou lui-même. Le point silencieux entre deux syllabes, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui transforme le cri de terreur, ça en termine et ça ressuscite de l'ogre, du loup, etc. Donc l'écart lui-même, le zéro, est tabou parce que c'est le tabou de la mort du père lui-même, hein, ce point silencieux. Voilà. Hein. Alors, bon, si tout, je veux dire, le zéro c'est toujours égal à zéro, tous les écarts sont toujours égaux à tous les écarts. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un deuil, ça renvoie par l'évocation de mort et résurrection à ce qu'il y a eu tout à fait au début. C'est-à-dire que derrière tous les deuils, il y a ce deuil premier qui vient se profiler, le deuil, on peut dire, d'un père phénix, c'est-à-dire il meurt et il renaît. L'amour le fait renaître. On ne peut pas s'en passer, c'est terrible, quoi. Voilà. Hein, c'est l'instant où il faut se quitter pour vivre, en quelque sorte. Hein. Voilà, c'est un point, ce zéro, c'est le terminus nec antequem. Il n'y a rien avant ni après. C'est pas une régression, parce que ça a toujours déjà été là. C'est là dans notre façon de parler elle-même, grâce à laquelle nous partons de la mort pour la résurrection, le fait de nous affirmer comme sujet en début de phrase, jusqu'au point final, le point de capiton, pour reprendre cette belle expression de Lacan, ou ce point qui a été interdit d'écriture jusqu'au Xe siècle. Voilà. Alors, lorsqu'il y a une certaine mélodie, j'ai essayé de le dire, ça fait résonner, on peut dire, un deuil à la fois immémorial, triste et joyeux,
à la fois, puisque c'est mort et résurrection. Maniaco-dépressif, en quelque sorte. Par principe, le maniaco-dépressif, c'est le cheminement lui-même du désir, c'est-à-dire quelque chose qui est, je dirais, de structure. Ça ne se soigne pas, je veux dire, un moment ça va, un autre moment ça ne va pas. Ça n'est même pas conditionné par les événements eux-mêmes. Je dirais, c'est un cycle. Voilà. Et lorsqu'on n'entend pas cette musique, généralement on ne l'entend pas, eh bien c'est sa rythmicité qui accompagne la prosodie ordinaire de la parole. C'est comme l'a dit Mahler, ce sont les différentiels de la parole qui comptent, comme pour les écarts entre la musique. Ça ne s'entend pas, je veux dire, la musique ne s'entend plus. Pourquoi ? Parce que la prose aplatit la poésie, la prose... les pensées chassent la musique. La musique passe par en dessous. Ce sont les signifiés, un peu à tête un peu rétrécie dans l'écriture de Saussure, mais c'est ça, je veux dire, c'est signifiés pulsionnels. Les pensées sont faites pour, en quelque sorte, oublier la musique. C'est simplement qu'il faut laisser parler la phrase jusqu'à ce qu'elle se fissure, elle se divise. Ça s'entend très bien, je veux dire. C'est ça qui rythme les séances. C'est une espèce d'accord entre le moment où la phrase se fissure, c'est le moment où la musique de fond ressurgit, c'est-à-dire ce qui coule par en dessous. Et ça, c'est pas du tout une communication inconsciente. C'est aussi un mot qu'emploie Reich. Parce que ce fond musical, il n'a jamais été conscient et il ne le sera jamais. Il faut l'entendre, c'est tout. Mais s'imaginer qu'on va rendre conscient quelque chose, ça n'est pas l'acte analytique, ça n'est pas l'acte d'écoute. Il n'y a pas besoin d'être analyste. Quand on entend parler quelqu'un, on voit bien le moment où ça tremble dans sa parole. Voilà. Alors, ça, c'est une première série de choses que je voulais dire. Est-ce que j'ai encore du temps ? Alors avec ça, on peut dire que bon, est-ce qu'on a beaucoup avancé ? Tout ça, ça reste évidemment, ça prend beaucoup de recul pour adosser le deuil à quelque chose de structural. Il en a été question dans toutes les interventions qui ont précédé, ce côté absolument vital du deuil lui-même. Voilà. Alors, moi, je voudrais insister sur quelque chose que Freud a noté avec beaucoup de force, parce que le deuil, c'est pas simplement un sentiment simple comme ça, qui, presque ça va de soi, il y a quelqu'un qu'on aime, il s'en va, on pleure, ça prend du temps, etc. Ce qu'il faut noter, qui est quand même absolument le point clinique le plus critique, c'est que c'est accompagné d'auto-accusation. Auto-accusation. C'est-à-dire auto-accusation de toutes sortes. La personne est décédée et l'idée vient, j'aurais dû faire telle chose, j'aurais dû lui dire ceci, j'aurais dû lui dire je t'aime, ou bien j'aurais dû lui dire je ne peux pas te saquer, je te déteste, etc. Mais il y a quelque chose de reproche, d'auto-accusation qui accompagne le deuil. C'est ça, je dirais, le côté le plus étonnant, le plus énigmatique, puisque Freud a abordé ça comme une énigme, en effet. C'est énigmatique. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait ces reproches constants, et ça dans des deuils, évidemment, non, c'est même pas besoin de le dire, ça n'a rien de pathologique, ça fait partie du deuil lui-même. Les gens s'habillent en noir, c'est-à-dire c'est une façon de se faire un reproche, de s'habiller de façon qui ne plaît pas, de se fustiger, dans des pratiques de deuil qui étaient ceux de notre culture, mais qui sont des pratiques de deuil spontanées. Les gens ne se nourrissent plus, ils s'auto-punissent, ils maigrissent. J'ai vu des amis maigrir de 30 kilos au moment de deuil de personnes très aimées. C'est une auto-punition, je dirais, qui fonctionne de manière absolument sévère.
Voilà, avec au fond de tout l'idée d'être fautif, d'être en faute. Et il y a, Reich l'avait noté aussi, une contrainte à l'aveu qui accompagne la mélodie obsédante. Il faudrait avouer quelque chose. C'est-à-dire, au fond, si on voit la genèse de ce que c'est le premier cri, eh bien, la faute d'avoir quitté, d'abord d'avoir quitté sa mère, en chantant en plus, ce qui est quand même insolent, et aussitôt de s'être affronté au père qui va punir de cet exil lui-même. Ça fait deux d'un coup. Deux d'un coup, c'est-à-dire il faut se coltiner toute la famille d'un coup tu es fautif. Je dis toute la famille, c'est même pas la famille, c'est complètement intériorisé. Maman et papa, c'est une naissance subjective, spontanée, à partir de la phonétisation pulsionnelle. Voilà, c'est-à-dire l'entrée dans la parole, celui qui parle, c'est un orphelin dès qu'il parle. Je veux dire, il quitte sa mère et il tue son père, c'est la totale. Et voilà. Et en plus, il rit à travers ses larmes, puisque c'est maniaco-dépressif. C'est-à-dire, d'un coup, ça le soulage, et de l'autre, il se punit. Voilà. C'est ça le cycle maniaco-dépressif, en quelque sorte. Voilà. Je dirais ce que Reich a appelé la contrainte à l'aveu. Moi, ça me paraît tout à fait clair que c'est ça. C'est l'état d'âme, en quelque sorte, musical qui précède toute espèce de pensée. C'est dans les écarts seulement que ça se situe. Les explications, ça vient loin derrière. Non seulement ça vient loin derrière, mais les explications sont incapables d'expliquer quoi que ce soit, puisque les explications sont faites avec le matériau qui empêche que quoi que ce soit se sache. Donc, je dirais, pour une fois, la non-réponse de l'analyste est justifiée, pour une fois. Parce que, bon, il y a beaucoup d'analysants, il n'y a pas besoin de dire grand-chose, parce qu'ils répondent eux-mêmes aux questions qui se posent. Mais là, je veux dire, il y a des points où il faut parler, ça c'est clair. Moi, c'est mon option. Je veux dire, les analystes silencieux, généralement, sont assez sadiques. En revanche, sur ce point-là, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas d'interprétation possible. C'est pas possible. Voilà. Parce que ça, c'est une faute sans fond, liée à la subjectivité elle-même et qui est parfaitement irrémédiable. Culpabilité de fond, ça ne peut pas s'interpréter. Ça demande seulement à être entendu, à condition que ce soit dit, mais généralement ça n'est pas dit. Ça n'est dit que de façon dénégative, parce que ça recouvre la honte première, ontique, je dirais absolue, ce qu'il ne faut absolument pas savoir. À partir de quoi on se dépêche de parler pour dire autre chose, pour parler de la pluie et du beau temps. Mais dire la chose elle-même, ça ne vient que de manière dénégative. C'est-à-dire, c'est un aveu qui ne peut venir que de façon qui peut être entendu en présence, pas de séance par Skype ou je sais pas quoi. Il faut la présence corporelle pour que les larmes sortent. Les larmes sortent. Elles peuvent sortir au téléphone aussi, mais enfin, c'est pas la même chose avec la présence d'un corps. Voilà. Voilà, donc c'est quelque chose de cette honte originaire qui est liée au deuil. Un mélancolique, il a honte, c'est par honte qu'il finit par se suicider. Voilà. Et c'est une honte qui est indécrottable en quelque sorte. On peut pleurer plusieurs fois, passer beaucoup d'obstacles. Allez bien, super, on est capable d'aimer, de travailler, de rien faire. C'est quand même pas mal. Puis voilà un nouvel obstacle, on saute, puis paf, derrière, il y a la même chose. Il y a la mélodie obsédante qui peut revenir n'importe quand. Souvenez-vous de la fin de l'opéra de Mozart, Don Juan. À la fin, il y a le cri final
Le cri est là, le cri du début, il est là, il attend tout le temps. Donc il y a quelque chose de mort et résurrection qui est la vie même, en quelque sorte, telle qu'elle est poussée par cette mort. Donc ça semble exagéré de dire ça comme ça, mais je ne vois pas comment le formuler autrement. C'est un deuil terrible, terriblement nostalgique, sautant sans fin, manie, mélancolie, ça n'arrête pas. Il est bipolaire de son état. Voilà. Alors, ce que je dis là, c'est pas que je sois modeste, mais je crois que j'invente rien. Dans Deuil et mélancolie, il y a beaucoup de formulations de Freud qui sont un peu poétiques, romantiques. C'est celles qui plaisent le plus. L'ombre de l'objet est tombée sur le moi, etc. Mais je dirais, Freud a su montrer que cette histoire d'auto-reproche, de voix qui pousse au suicide, c'est vraiment ce qui distingue la mélancolie en propre. Mais il n'a pas dit le nom de quelle est cette voix qui pousse au suicide. Il a employé des termes un peu généraux, comme ça. Mais il y a un autre endroit où il le dit. Quel est le nom de cette voix qui pousse au suicide ? Voilà. Quel est le nom ? Il le dit dans quoi ? Il le dit dans une description qu'il fait du carnaval, c'est-à-dire de la manie, qui est l'envers de la mélancolie. Alors là, on voit quel est le nom de la voix qui pousse au suicide. C'est qui ? C'est le gueux déguisé en prince, c'est le père primitif. Celui qui se déguise à carnaval et qui n'arrête pas de rire, le maniaque qui manie le verbe, qui manie la parole aussi bien que Dieu le fit, en fusant dans tous les sens, etc. On a, je dirais, dans un autre texte que Deuil et mélancolie, la carte de visite de cette voix qui pousse au suicide dans la mélancolie. Ce coup-là, je vais peut-être arrêter. Non ? Je ne sais pas, il n'y a personne qui me limite. Mais moi, je veux bien te limiter. Ça va ? Oh, écoute, l'effort est beau. D'accord, merci. Alors, on va... Mais franchement, c'est ce que je pense. Hein ? Oui. C'est sympa. Oui.